Bonjour à tous. Je voudrais d'abord remercier les coordinatrices de l'ouvrage sur le développement dans l'intervention, qui est relié donc à ces deux journées, de m'avoir proposé de contribuer aux réflexions autour de ces questions, et puis aussi remercier Christophe Réal pour l'organisation. La présentation que je vais faire est reliée à cet ouvrage et aussi à un autre ouvrage, un autre livre paru en 2021, coécrit avec Yves Clos, Jean-Yves Bonnefond et Mylène Zitoun, intitulé « Le prix du travail bien fait, la coopération conflictuelle dans les organisations » aux éditions La Découverte. Nous rapportons dans ces deux livres l'exemple d'une intervention réalisée auprès des éboueurs de la ville de Lille pour instruire la thèse suivante. La délibération expérimentée puis organisée autour des critères en conflit du travail bien fait est un puissant levier de développement des sujets, des activités et des organisations, et donc un puissant levier de transformation, à condition d'avancer avec beaucoup de méthodes face aux nombreuses difficultés qui se présentent dans ce genre d'intervention. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux signaler que j'ai modifié le titre de ma présentation par rapport à ce qui est inscrit sur le programme. J'ai préféré prendre la question du développement sous l'angle du développement organisationnel, qui me semble être une question importante et aussi très actuelle dans le champ de l'analyse du travail, autour de l'interrogation suivante. À quelles conditions, dans l'intervention, peut-on produire un développement organisationnel plus propice à la santé et à la performance ? Ma présentation reviendra donc d'abord sur les liens qu'il est possible de faire entre qualité du travail, performance, santé et développement dans l'intervention. Je présenterai ensuite le dispositif d'intervention mis en place au sein du service de propreté de la ville de Lille. Je reviendrai alors sur les deux paliers de développement ayant conduit à une transformation de l'organisation formelle du dialogue au sein du service. Et enfin, pour conclure, je tirerai quelques enseignements de cet exemple pour engager la discussion ou la reporter à la table ronde si besoin. Alors dans mes travaux et dans ceux qui sont développés dans l'équipe de psychologie du travail et clinique de l'activité du CNAM à Paris, on considère que la qualité du travail est au cœur des enjeux de santé et de performance dans les organisations contemporaines, et ce, de plus en plus, car les évolutions numériques, technologiques, les enjeux économiques, écologiques et sociaux confrontent l'ensemble des organisations publiques comme privées à des transformations permanentes qui s'accélèrent et qui prennent tous les risques d'échouer si elles ne s'appuient pas sur l'engagement et le professionnalisme de ceux qui sont concernés en première ligne, c'est-à-dire les salariés de terrain. Dans ce contexte, le dialogue sur le travail réel, l'initiative et le professionnalisme des salariés deviennent toujours plus stratégiques pour la santé et la performance. La santé n'est en effet pas réductible à l'absence de maladie. Elle se joue dans notre pouvoir d'agir sur nous-mêmes et sur notre milieu, c'est-à-dire dans les possibilités ou les impossibilités de se sentir efficace pour faire un travail qui se tient, dont on peut tirer une certaine fierté et sur lequel on peut agir. En cela, on peut dire que la qualité du travail est un bien commun, car le souci du bien faire est un souci partagé de haut en bas dans les organisations. Mais c'est aussi un objet qui divise, car les critères du bien faire divergent selon les points de vue pris sur l'objet, en fonction de la place que l'on occupe dans l'organisation. Il y a là un conflit de critères irréductible verticalement entre les niveaux et aussi horizontalement à l'intérieur de chaque niveau. Or, faute des moyens institutionnels pour la supporter, des temps, des espaces, des moyens pratiques, cette conflictualité des critères est amenée à être spontanément refoulée dans les organisations du travail, car d'une certaine manière, elle touche à la conception et à l'évaluation de l'efficacité du travail réel par des acteurs différents pris dans les rapports sociaux de la division hiérarchique et technique du travail. L'enjeu de l'intervention, comme celle que je vais présenter ensuite, consiste alors à aller à la rencontre de ces conflits de critères refoulés en mal de développement pour les socialiser, les discuter et les prendre en charge lorsqu'une demande existe. Ces conflits sont le moteur du développement lorsqu'ils peuvent être délibérés aux différents niveaux de l'organisation, parce qu'ils convoquent alors l'intelligence individuelle et collective pour trouver des solutions originales à des problèmes de travail parfois très anciens qui empoisonnent la vie. Dans ce processus d'intervention qui conduira finalement, comme on va le voir ensuite, au développement de l'organisation formelle du travail,
l'activité des professionnels se développe sur deux versants. Dans le collectif de travail d'abord, pour agir à partir du dialogue entre collègues sur son travail, et dans l'organisation ensuite, pour agir avec la hiérarchie sur le travail et sur son organisation formelle. L'activité de chacun s'enrichit au cours de ce processus de fonctionnalités nouvelles au service de nouveaux buts découverts dans l'histoire des délibérations organisées aux différents niveaux. Je vais donc revenir maintenant très rapidement sur l'intervention réalisée à Lille pour poser quelques éléments de contexte et de méthode. Je présenterai ensuite les différents développements ayant finalement conduit à un développement organisationnel original. J'en tirerai enfin quelques conclusions autour des conditions à réunir pour parvenir à développer l'organisation dans l'intervention. La demande qui a été adressée à l'équipe de psychologie du travail et clinique de l'activité du CNAM par la DRH de la ville, en lien avec le directeur du service de propreté, porte sur leur volonté commune d'engager une réorganisation du service de propreté dans un dialogue à construire avec les 130 agents de terrain. Autrement dit, nous avons fait ensemble le pari que le dialogue professionnel sur la qualité du travail pouvait être utile pour penser l'organisation du travail en place et la transformer. Nous avons accepté de réaliser l'intervention à condition d'y impliquer dès le départ l'ensemble de la ligne hiérarchique, les organisations syndicales et les éboueurs volontaires pour faire l'analyse avec nous de leur activité de travail ordinaire, point de départ des dialogues à construire au sein du service. Tout au long de l'intervention, 3 instances de délibération ont supporté ce travail pour le faire avancer. Un collectif d'éboueurs volontaires pour analyser avec nous leurs activités quotidiennes de travail au moyen de méthodes que vous verrez ensuite. Un comité de pilotage avec la ligne hiérarchique jusqu'au plus haut niveau de la mairie, les éboueurs et les intervenants. Et enfin, un comité de suivi avec les mêmes protagonistes et les organisations syndicales. L'intervention s'est organisée en 3 phases que je vais décrire de façon très sommaire parce que je vais y revenir après. Dans la première phase, nous avons expérimenté la délibération entre des éboueurs volontaires, et plus précisément un collectif composé d'une vingtaine d'éboueurs d'une même équipe de travail, autour des critères de qualité de leur travail. Cette phase organise le développement de l'activité de chacun à l'échelle du collectif de travail, pour qu'il puisse trouver dans la délibération de nouveaux moyens d'efficacité pour faire un travail de qualité. La seconde phase vise à partir de là à expérimenter cette fois la discussion entre ces opérateurs de terrain et la ligne hiérarchique autour des problèmes de travail repérés dans la phase précédente pour y trouver de nouvelles réponses. Cette seconde phase organise le développement de l'activité des éboueurs dans l'organisation par la médiation d'une nouvelle fonction d'éboueur référent métier sur laquelle je reviendrai ensuite. C'est dans cette phase qu'un premier prototype d'une nouvelle organisation a pu être testé pendant 6 mois dans l'optique de l'instituer ensuite à plus grande échelle. La troisième phase a permis finalement de généraliser cette organisation à l'échelle du service de propreté et au-delà dans d'autres services de la collectivité. Elle a produit un véritable développement organisationnel en renouvelant, à partir de l'expérience faite jusque-là, les tâches, les fonctions et les moyens de la délibération dans l'institution tout entière pour agir sur la qualité du travail. J'ai dû quitter le dispositif au cours de cette troisième phase pour des raisons d'évolution professionnelle, mais l'intervention s'est poursuivie depuis 2018 avec Jean-Yves Bonnefond, Bernard Pro et Yves Clos, qui sont des collègues du CNAM, avec qui nous continuons de travailler sur ces questions et qui m'ont autorisé aujourd'hui à présenter le développement organisationnel que vous verrez ensuite, à partir des matériaux issus de leur travail conjoint avec les professionnels et les hiérarchies. Et donc j'en profite pour les remercier. Voilà. Je vais maintenant revenir sur ces différentes phases de l'intervention en montrant comment, au fond, le développement organisationnel obtenu n'est que la résultante de 2 développements préalables dans l'intervention. Un développement initial de l'activité des éboueurs dans le collectif pour agir à leur niveau sur la qualité de leur travail, puis un développement de l'activité des éboueurs dans l'organisation, à l'occasion des dialogues expérimentés entre les éboueurs référents métiers et la hiérarchie. Ces 2 développements de l'activité des éboueurs dans le collectif et dans l'organisation permettent aux éboueurs de faire autorité sur leur travail auprès des dirigeants avant de pouvoir agir avec eux dans l'organisation pour prendre en charge les problèmes de travail à résoudre. Ces 2 développements, j'y reviendrai en conclusion, sont 2 conditions nécessaires pour un développement organisationnel qui permet de retoucher les tâches, les prescriptions et les fonctions
pour agir sur la qualité du travail et donc sur la performance et la santé. La première phase organise donc le développement de l'activité des éboueurs dans le collectif au moyen de la méthode des autoconfrontations croisées. C'est ce qu'on a appelé ailleurs le développement de la fonction psychologique du collectif de travail. On cherche ainsi à ce que le collectif devienne davantage qu'avant un moyen pour chacun de repenser les façons de faire un travail efficace. L'extrait de l'analyse dialogique entre éboueurs que vous allez voir maintenant illustre la manière dont se déroule le travail en autoconfrontation au cours de cette première phase. Je présenterai ensuite un exemple des développements auxquels ces premiers dialogues ont donné lieu. Ce sont des images que j'ai déjà présentées ici même en 2018, mais qui sont importantes pour la suite de ce que je vais dire, car, comme je l'ai dit tout à l'heure, le développement organisationnel part de ces dialogues-là. Alors, je vais vous présenter l'extrait. Là, toi, tu tapes pas, là. Bah non, je m'en fiche, moi. Moi, j'ai pas peur des rats. Bah après, tu vois que je suis pas non plus collé au conteneur, hein. Tu vois, je le prends de loin. Regarde. Oh là 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 là, ça grand. Tu vois, quand même, je suis pas collé, tu vois. Ouais. Je prends mes distances. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça? Regarde, l'autre fois, Guy. C'est comme ça qu'il est monté sur sa main. Il tirait le conteneur et il est monté sur son bras. Là. Ouais, Comme là, ça, il faisait? Ouais, ben voilà, il prenait le conteneur pour le ramener à la tasse et il est monté sur son bras. Il est sorti du conteneur et il est sorti de son côté, il y avait le bras. Donc ça veut dire que dans cette situation-là, potentiellement, ça peut arriver. Ouais, bah ouais, apparemment. Ça, pour éviter qu'il y a des rats et tout. Tu mets le bouchon tu mets un conteneur tout, je dis. Ah ouais, tu mets le bouchon tout neuf, le truc au-dessus tout neuf. Il n'y a plus de rats. Comment veux-tu que le rat il rentre? Il rentre pas. S'il y avait un entretien... Ben oui. Ce serait, Parce voilà, qu'il y a un bouchon là. en dessous normalement. Et le bouchon là, bah, si tu regardes, il n'y en a pas, t'as vu? Mais il n'y a même pas de porte déjà, regarde. Ouais, et non, mais s'il y a les bouchons, il ne peut pas rentrer par. Ouais, c'est il peut clair. pas sauter. Ouais. Mais il rentre par le trou. S'il Voilà. ferme le trou, ben, déjà, on a moins de. Il n'y a pas de rats. C'est sûr que tu n'as pas de rats. Faut mettre des bons conteneurs. Il y en a un, il enlève les sacs et puis avance. Et l'autre, il met les autres. Tu vois? Comment non? Là, je freine. Ouais. Il y en a un, il descend. Ouais. Il se démerde avec la rue là. Et l'autre, il reste. Comme ça, je fais aller-retour là. Et après, je vais rechercher. D'accord. Tu vois, comme ça, Et je l'autre, prends pendant ce temps-là, il prend tous les... Ouais, comme ça, l'autre, il fait tout la rue là. Tu regardes comme Pascal, il va prendre les sacs et il va partir. Toi, c'est ce que tu fais. Ouais, Toi. lui, il part. Regarde comment il va faire. Ouais, mais après, toi, t'es embêté. Tu dois refaire un grand tour pour continuer ta rue. Ben non, parce que même je fais le tour. Je fais rue. Comment? La rue Ferrer, je la fais en même temps. Et après, je reviens et après, je continue. Ouais, mais c'est chiant. Tu reviens sur tes pas. Ouais, non. Ouais. Tu fais comme ça, tu sur tes pas. Non, c'est parce que tu gagnes au niveau de la rue Ferrer qui est faite. T'es tranquille. Ah, mais moi, ça, je le fais après, quand je descends la rue Philadelphie. Ouais. Tu Ouais, vois, donc quand je vois, fais la ouais. rue Philadelphie, Ouais, tu vas en face. je tourne. Ouais. Et après, je descends rue d'Aguesso. Ouais, ben je te dis, chacun il fait. Je te dis, on n'a pas du tout les mêmes façons de travailler. Ouais. Et... Mais ça serait quoi l'avantage? Moi, j'ai pas compris l'avantage de faire comme ça, là. Parce que toi, si tu le fais comme ça, c'est que... Ouais, c'est parce que c'est moi qui veux le faire comme ça. Ouais, et puis, Tu vois, et puis comme tu as de l'expérience, c'est aussi que c'est efficace de faire comme ça. Ouais, peut-être la sienne, elle est peut-être aussi, parce que j'ai jamais essayé de faire comme lui. Mais peut-être que ça serait peut-être aussi bien de faire comme il fait Christopher. Mais quand tu fais ça, faut que le gars derrière, Il sache, garde, non, il garde 2 sacs avec lui. Pour. Des vides, ouais, pour les 2 corbeilles. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de sa manière de... Ouais, après, il faut essayer pour voir vraiment. Ouais, ça se trouve, c'est intéressant. Je sais pas. Ouais, ça peut être intéressant. Hein. Mais bon, après, moi, j'ai pris une habitude de travailler comme ça, donc. Pas trop changer. Voilà. Alors, l'organisation de ces confrontations et des dialogues entre les éboueurs leur permet de travailler les conflits de critères en trouvant parfois dans la comparaison d'autres arbitrages possibles. Au cours de cette phase, l'activité des uns et des autres se développe donc en se chargeant des ressources créées, imaginées, inventées dans le cours des délibérations entre collègues, dont chacun peut disposer ensuite une fois de retour en situation réelle de travail.
Les conflits de critères délibérés produisent ainsi de nouvelles ressources potentielles pour équiper l'activité de chacun. C'est le cas par exemple de l'activité de Didier qui apparaît sur les images. Lors de la présentation du montage au collectif réuni au complet, après la réalisation des autoconfrontations, un échange aura lieu entre Didier et Christopher en présence de l'ensemble de leurs collègues après la diffusion de cette séquence. Je vous rapporte donc oralement cette discussion, qui est très courte, qui a eu lieu entre eux à ce moment-là. Didier, donc, qui s'adresse à ses collègues un peu fiers. « Ouais, c'est vrai, maintenant je fais comme Christopher pour la nouvelle rue. » Christopher, alors, tu as vu, c'est mieux, hein. Didier, ouais, tu perds moins de temps, c'est vrai, maintenant je fais comme ça. Christopher, et tu laisses ton releveur avec 2 sacs seulement. Oui, 2 sacs, ça suffit, conclut Didier. L'échange est rapide, mais il marque les effets du dialogue sur l'activité de Didier, une fois de retour en situation réelle. Contre toute attente, si l'on en croit ce qu'il disait à la fin de l'autoconfrontation, Didier indique à l'ensemble de ses collègues, non sans une certaine fierté, s'être essayé, visiblement avec succès, à la technique de collecte de Christopher. Sous l'impulsion de la controverse vécue avec son collègue autour des critères de qualité de cet itinéraire de collecte, l'activité de Didier s'est en quelque sorte enrichie du point de vue de son collègue. C'est précisément la fonction des controverses recherchées au cours de l'autoconfrontation. Permettre à chacun de découvrir de nouvelles possibilités pour agir, en réévaluant avec ses collègues l'efficacité de ses stratégies ou de ses manières de faire pour les transformer, si cela est jugé finalement nécessaire. Ces découvertes, qui sont des processus créatifs, potentialisent de nouvelles manières de penser et par conséquent de nouvelles manières de conduire son activité une fois de retour en situation réelle de travail. Ces dialogues répétés lors de la première phase sont très importants pour que l'activité des éboueurs puisse se développer ensuite dans l'organisation. Car habituellement, l'esquive trop fréquente du conflit de critères interne au collectif, en circuit fermé, fait perdre sa vérité au rapport social avec les hiérarchies. S'ensuit alors le plus souvent une défiance réciproque. Au contraire, la hiérarchie peut voir dans le genre de dialogue que j'ai présenté toute l'inventivité gâchée, toutes les ressources de créativité rentrées qui ne sont pas sollicitées habituellement dans l'organisation telle qu'elle est. Et ils peuvent faire l'expérience qu'une autre organisation doit être imaginée pour tirer parti autrement de ces ressources d'intelligence collective laissées en jachère, en convoquant l'initiative des professionnels de terrain plutôt qu'en la contournant, comme c'est trop souvent le cas. La seconde phase de l'intervention permet alors d'expérimenter un dialogue entre les éboueurs et leur hiérarchie pour trouver les moyens d'agir sur les problèmes qui dépassent le périmètre du collectif. Au cours de cette phase, après avoir réussi à prendre en charge quelques problèmes dans cette configuration, un prototype d'organisation du dialogue sera formalisé puis testé pendant 6 mois. Il a été constitué par la direction du service, en lien avec les éboueurs référents métiers, désignés par l'équipe volontaire. Les éboueurs ont d'abord rendu compte de leurs analyses au sein du comité de pilotage, grâce à un montage des films réalisés à l'occasion des autoconfrontations par les intervenants. Ce montage a été diffusé et discuté au sein des 2 premiers comités, entre le collectif d'éboueurs au complet et sa hiérarchie. Ces films ont fait grande impression auprès de la hiérarchie, qui a vu dans ces dialogues entre éboueurs un moyen de développer la performance en partant de l'initiative des professionnels de terrain. La décision fut prise alors d'organiser la délibération au sein du service de façon expérimentale pour imaginer puis mettre en œuvre ensemble des solutions aux problèmes analysés collectivement entre éboueurs. Les premières réunions entre les éboueurs référents métiers mandatés par leurs collègues pour représenter le travail réel et la hiérarchie auront lieu autour des problèmes identifiés jusque-là. Par exemple, les conteneurs à déchets en lien avec la prolifération des rats sur les camps de Rome, c'est l'exemple que j'avais présenté en 2018 quand j'étais venu ici. Les garde-corps inadaptés au sein de la déchetterie de la ville, ou encore, par exemple, la répartition des effectifs inadaptés en fonction des jours de la semaine sur certains secteurs. En 6 mois, une quinzaine de problèmes ont pu être traités, qu'ils soient liés à la sécurité, à la santé ou à l'organisation, à partir de l'initiative des éboueurs qui ont pu contribuer activement à leur résolution par la médiation de leurs référents métiers. Au cours de cette phase, l'activité des éboueurs se développe dans l'organisation, grâce notamment à la fonction de référent métier qui fait l'objet à ce moment-là de l'expérimentation. Ces 2 éboueurs, mandatés par leurs collègues, se mettent donc au cours du test de ce prototype d'organisation
à circuler dans l'institution, bien au-delà du collectif, pour faire valoir leur point de vue sur la qualité du travail, dans les réunions avec la hiérarchie directe, dans le service de propreté, au sein des comités de pilotage en présence de toute la ligne hiérarchique jusqu'à la direction générale, et en comité de suivi en présence des organisations syndicales. Leur activité se développe donc dans l'organisation, où ils peuvent, en coopération avec leur hiérarchie, trouver les voies pour délibérer afin d'agir. Ils y trouvent de nouveaux destinataires pour mettre leur point de vue, instruit au préalable dans le collectif, en discussion dans l'organisation tout entière, au nom de la qualité de leur travail. À l'issue de cette phase de test, ayant permis de traiter une quinzaine de problèmes sous cette forme de dialogue, qu'on a appelé une coopération conflictuelle, car elle ne contourne pas le conflit sur les critères de qualité du travail et elle s'appuie sur l'initiative venue du terrain. Il sera décidé au cours du 5e comité de pilotage de la généralisation du dispositif à l'ensemble des équipes du service, en organisant une élection au sein de chacune des équipes d'éboueurs pour élire un éboueur référent métier par équipe. Ainsi, après avoir fait autorité sur leur activité en agissant à partir des dialogues entre eux sur leur travail, les éboueurs font à ce stade davantage autorité dans l'organisation tout entière. Leur expérience de l'activité fait davantage référence qu'avant pour la hiérarchie. Leur initiative en développement permet de résoudre des problèmes rencontrés dans les situations réelles. À ce stade, le collectif constitue davantage un moyen pour la hiérarchie de prendre des décisions plus ajustées aux paramètres réels des situations de travail. L'activité des référents qui se développe dans l'organisation renforce la robustesse des processus de décision, à petite échelle bien sûr, et développe en retour les initiatives de la hiérarchie qui cherchent à faire durer ce nouveau fonctionnement éprouvé dans le temps. C'est le point de départ donc d'un développement organisationnel plus conséquent sur lequel je vais revenir maintenant. Face aux transformations réalisées à l'initiative des éboueurs qui ont permis de faire reculer la défiance sans toutefois la faire disparaître complètement, l'expérience de ce prototype d'organisation a finalement conduit la hiérarchie et les référents métiers, au bout d'un an, à expérimenter conjointement la conception de nouvelles tâches et de nouvelles fonctions reliées au dialogue dans l'organisation du service. Le développement de l'organisation a porté sur plusieurs niveaux. La conception d'un processus de dialogue d'abord, c'est-à-dire les étapes à respecter, les règles à suivre, les interlocuteurs incontournables qui définissent le chemin prescrit par lequel le dialogue doit se faire pour instruire les problèmes de travail et pour agir sur eux. Ensuite, la définition des tâches en ce qui concerne la fonction de référent métier et les rôles de chacun au sein de ce processus. Ensuite, la conception des artefacts du dialogue, comme les tableaux de suivi des problèmes, par exemple. Et enfin, la prescription inscrite sur la fiche de poste du directeur de service de faire vivre cette organisation dans le temps en cas de changement de direction. Je vais donc, avant de conclure, revenir rapidement sur quelques-uns de ces différents niveaux de développement organisationnel, sans parvenir, c'est sûr, à être exhaustif. L'organisation du dialogue sur la qualité du travail a été nommée officiellement DPQS, avec cet acronyme qui signifie Dialogue professionnel sur la qualité du service. Le processus d'organisation du dialogue est aujourd'hui, en 2022, le suivant. Les référents métiers commencent par collecter et instruire sur le terrain, une fois par semaine, dans le dialogue avec leurs collègues, les problèmes à résoudre. Les référents métiers se réunissent une fois par semaine pour trier et prioriser les problèmes. Une fois par semaine, ils rentrent informatiquement les problèmes instruits et discutés avec leurs collègues au sein d'un tableau de suivi des problèmes, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé. Ce tableau permet ensuite de construire les ordres du jour des différentes réunions aux autres niveaux. Une fois par mois, les référents se réunissent avec l'ensemble de l'encadrement de proximité et le directeur adjoint du service pour orienter les problèmes, ceux qui peuvent être pris en charge au niveau de l'encadrement de proximité ou ceux qui ne peuvent pas être pris en charge à ce niveau et qui remontent du coup en réunion mensuelle avec la direction du service. Enfin, une fois par mois, les référents se réunissent avec la direction du service et certains agents de maîtrise en fonction du problème pour traiter les problèmes qui ne peuvent se traiter qu'à ce niveau de l'organisation. Un certain nombre d'outils ont été formalisés du côté hiérarchique et du côté des éboueurs référents métiers pour suivre l'avancement des problèmes dans le temps. Ces supports, comme le tableau de suivi des problèmes ou la fiche problème réalisée par les éboueurs référents, sont mobilisés dans chaque instance pour faire le point
sur les problèmes inscrits à l'agenda par les référents et en cours de traitement. Ce tableau identifie le problème et le caractérise, l'inscrit au sein d'une typologie de problèmes, sécurité, santé, organisation, etc., formalise la solution imaginée par le collectif pour la discuter ensuite avec la hiérarchie si le problème le nécessite, et permet enfin d'attribuer à chaque problème une personne pilote pour la mise en œuvre de sa résolution concrète. La hiérarchie voit également ses propres missions transformées par cette nouvelle organisation. En effet, par exemple, à la demande de la direction générale, des organisations syndicales et des éboueurs, le suivi et la mise en œuvre de cette organisation est maintenant inscrite à la fiche de poste du directeur du service, faisant du dialogue sur la qualité du travail un critère de recrutement des futurs directeurs et directrices du service, pour garantir la continuité du processus dans le temps. Finalement, l'expérience faite du dialogue comme moyen de développer l'activité de chacun dans le collectif, puis comme moyen de développer l'activité des éboueurs dans l'organisation par la médiation de cette fonction de référent métier, prépare un développement de l'organisation elle-même lorsque les éboueurs peuvent retoucher et délibérer de leurs problèmes au sein d'un système de prescription de tâches et de fonctions renouvelées. Autrement dit, l'espace de délibération initiale en autoconfrontation, qui est aussi, comme on l'a vu, un espace de développement, est le premier palier à partir duquel se développent en retour les espaces de délibération à expérimenter dans l'organisation pour agir. Tout cela conduisant au bout du compte, grâce aux résultats obtenus, à retoucher l'organisation pour faire vivre ces nouveaux espaces dans le temps. L'initiative et l'autorité des éboueurs sur leur travail s'étend en quelque sorte dans l'organisation, amenant la direction à développer elle aussi ses initiatives sur l'organisation officielle, non sans difficulté bien sûr vis-à-vis des habitudes et de la défiance installée entre les uns et les autres. Les initiatives de la direction générale en la matière iront d'ailleurs jusqu'à étendre cette organisation à d'autres services de la mairie, comme celui de la petite enfance, à partir de 2019. Il a fallu dans ce cadre permettre aux auxiliaires de puériculture de faire l'expérience du dialogue dans leur propre contexte, très éloigné de celui de la propreté publique. En partant cette fois-ci pas uniquement des dialogues organisés par les intervenants en autoconfrontation, mais aussi de l'expérience accumulée par les éboueurs qui peut du coup se transmettre avec leur contribution. Notamment sur la question de ce qu'on pourrait appeler les artefacts du dialogue, comme sur cette photo où les éboueurs expliquent aux puéricultrices la façon dont ils s'y sont pris pour réaliser leur tableau de suivi des problèmes. Ici, l'activité en développement des éboueurs est donc mise au service du développement de l'organisation. L'activité des éboueurs se développe à nouveau pour poursuivre le développement organisationnel à l'échelle d'un autre service. À ce jour, les comités de pilotage et les comités de suivi réunissent les deux métiers avec direction générale et organisation syndicale pour poursuivre le processus d'institution au sein de chaque service et pour l'étendre encore bientôt vers d'autres services comme par exemple le service de l'état civil qui délivre notamment les passeports et les cartes d'identité. Au sein de ces comités, la direction de la propreté transmet son expérience à la direction de la petite enfance, faisant aussi de cet espace un espace de développement de l'activité de direction et pas simplement entre agents ou pour eux. À ce jour, plusieurs centaines de problèmes concrets ont pu être résolus dans cette configuration. Alors, pour conclure, je vais revenir sur la question du développement organisationnel et des conditions pour qu'un tel développement puisse avoir lieu à partir de ce que j'ai dit jusque-là. À partir de ce que j'ai présenté, on peut dire dans un premier temps que la transformation organisationnelle ne se décrète pas. Pour le dire à la manière de François Danilou, il ne s'agit pas que, je cite, « l'expert débarque avec une meilleure organisation que la précédente ». On l'a vu dans l'exemple. Il s'agit de donner les ressources aux acteurs pour qu'ils débattent et fassent évoluer les règles. Il s'agit donc de soutenir le travail d'organisation. Dans l'exemple que j'ai repris aujourd'hui de l'intervention à Lille, ces méthodes sont passées d'abord par l'organisation des analyses dialogiques entre éboueurs, afin qu'ils puissent se déterminer autour des problèmes à résoudre individuellement et collectivement. Au passage, on l'a vu, leur activité se développe, car la délibération leur permet de regarder autrement leur travail. Comme devant un échiquier, je vois autrement, je joue autrement, écrivait Vygotsky. La délibération entre éboueurs devient ainsi une source d'efficacité lorsque Didier peut retoucher son itinéraire de collecte dans la conflictualité organisée avec la manière de faire de Christopher. Pour les hiérarchies, bien souvent,
Cette inventivité remise en service force le respect. Car pour elle, d'habitude, c'est la déploration et la plainte qui font lien entre les éboueurs, qui ne forment plus alors qu'une collection d'individus, là où il faudrait pourtant un collectif pour soigner le travail. Elles peuvent ainsi retrouver dans ces processus dialogiques, qui ne contournent pas le conflit entre éboueurs, l'intelligence collective dont elles ont besoin pour prendre des décisions plus ajustées aux situations réelles. Un rapport plus authentique peut s'établir avec les situations réelles. C'est pourquoi, une fois constatée la pertinence du dialogue expérimenté ensemble à ce niveau, il faut pouvoir l'élargir tout au long de la ligne hiérarchique pour expérimenter la coopération conflictuelle permettant de résoudre des problèmes en dehors du champ d'action du collectif de travail. Ici encore, rien de spontané dans les différentes instances que j'ai présentées. Mais lorsque malgré tous les obstacles, le dialogue parvient à produire des transformations concrètes, c'est l'oxygène qui revient pour les éboueurs comme pour la hiérarchie. Tout le monde est affecté par l'expérience faite d'un dialogue qui permet de transformer les choses, là où d'habitude on parle pour ne rien dire. Une fois cette expérience-là réalisée, tout le monde cherche du coup à la faire durer, pour reproduire le plaisir qui a été trouvé ensemble à transformer la réalité, là où on la pensait d'abord intransformable. Il faut alors inscrire l'expérience faite au-delà de la singularité. Il faut l'instituer dans l'organisation. Le développement de l'organisation ne vient donc pas spontanément. Il résulte de 2 paliers de développement qu'il faut réussir à franchir au préalable sans garantie d'avance. Un développement de l'activité de chacun au sein du collectif pour faire autorité sur son travail auprès de la hiérarchie, et un développement de l'activité dans l'organisation pour agir avec elle et développer la qualité du travail. Ces 2 paliers de développement sont pour moi des conditions nécessaires pour parvenir au développement organisationnel de la délibération autour du travail bien fait. Autrement dit, pas de développement de l'organisation qui ne soit possible sans développement préalable de l'activité des professionnels dans le collectif et dans l'organisation au moyen du dialogue. Finalement, l'organisation issue de ces développements successifs cherche à éviter les retours en arrière, tout en continuant à soutenir les processus développementaux au sein du collectif et avec la hiérarchie dans l'organisation. Il faut que le collectif continue de faire autorité sur son travail pour que le dialogue avec la hiérarchie puisse se poursuivre. L'organisation devient alors une ressource nouvelle pour le développement du pouvoir d'agir des différents acteurs. Elle permet d'équiper les discussions là où elles n'avaient pas lieu d'habitude, car elle constitue un système de contraintes nouveau pour la réalisation du dialogue. Ainsi, avec cette nouvelle organisation, là où la hiérarchie pouvait parfois avoir tendance à penser qu'un dialogue avec ses subordonnés était inutile, qu'elle pouvait déterminer seule la solution, elle est finalement contrainte de discuter avec les collectifs du fait de ses propres prescriptions. De même, là où les collectifs pouvaient imaginer pouvoir contourner la discussion entre eux pour se déterminer sur les problèmes à résoudre et leurs solutions potentielles, l'organisation en place les pousse finalement à tenir ce genre d'échange qui fait maintenant partie intégrante des tâches. On pourrait regarder cette nouvelle organisation qui s'est construite dans l'histoire du développement de l'activité des éboueurs comme une organisation capacitante, à condition bien sûr de voir l'organisation capacitante comme un résultat de l'intervention et toujours comme un moyen de soutenir les processus développementaux à venir. L'organisation capacitante dans ce cadre est un développement, un produit de l'histoire de la coopération conflictuelle expérimentée ensemble et pas un point de départ ou une simple connaissance externe dont les acteurs pourraient disposer pour mettre en œuvre une organisation du travail éclairée. Car finalement, pour moi, ce qui permet aux uns et aux autres de développer leur activité jusqu'à agir sur l'organisation, c'est davantage le plaisir retrouvé de la transformation conduite ensemble. La surprise de la transformation inattendue, plutôt que la transmission d'une organisation théorique par l'intervenant censée éclairer les décideurs. Ce que je dis là se discute évidemment, mais si la transformation marche au plaisir, entre guillemets, marche au plaisir retrouvé entre les acteurs, alors cela questionne, il me semble, en retour, les méthodes et les moyens d'action que nous déployons dans nos interventions, qui doivent tenir compte de ce paramètre. Si la transformation de l'organisation comme résultat de l'intervention marche à l'affect, comme je le crois, comment développer des méthodes d'intervention efficaces de ce point de vue-là? Et je vous remercie de votre attention.